Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers. Emmanuel Macron au mémorial de la Shoah ce matin à Paris. Le chef de l'État participe aux commémorations du 80e anniversaire de l'ouverture du camp d'Auschwitz. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps leurs dés avaient été jetés. Il a écrit dans le livre d'or sur place « Nous ne céderons rien face à l'antisémitisme sous toutes ses formes ». Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel. Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Emmanuel Macron sur place à Auschwitz pour les 80 ans après la libération du camp d'extermination. Cérémonie avec une cinquantaine de rescapés, tous très âgés. Il ne reste que de moins en moins de témoignages à chaque commémoration. Alors parlons vrai. Êtes-vous inquiet en voyant les messages sur les réseaux sociaux niant l'existence de la Shoah? Et à cette question, la mémoire de la Shoah risque-t-elle de s'estomper avec la disparition des derniers survivants? Vous dites oui à 64%. Vous voulez réagir? Les vraies voix attendent vos appels au 0826 300 300. Notre invité est Emmanuel Abramovitch. Merci d'être avec nous. Merci. Bienvenue. Vous êtes porte-parole du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Philippe Bilger. Comment dire, je ne doute pas seulement de la question de Sud Radio. Je sais que c'est un problème que la mémoire disparaisse, bien sûr, sur la Shoah. Mais mon inquiétude va au-delà, si j'ose dire. Je suis frappé de voir à quel point, je l'ai lu récemment, on considère que depuis la Seconde Guerre mondiale, on n'a jamais connu une telle condition contre les communautés juives. On n'a jamais connu ça. On sait également que la communauté juive européenne s'est complètement amoindrie au point qu'elle est à la hauteur réduite de celle du Moyen-Âge. C'est cela mon inquiétude. Je ne doute pas une seconde de l'authenticité, de la sincérité des dénonciations historiques, des dénonciations morales qui sont faites partout. À Auschwitz, nous ne cesserons pas, mais nous savons que jusqu'à maintenant, tout cela ne sert rigoureusement à rien, puisqu'en réalité, l'antisémitisme progresse. Partout, en parole, en acte, en geste, partout. Alors, j'ai hâte d'entendre les explications de notre ami. Françoise Degois. Oui, alors l'antisémitisme, c'est une histoire qui commence à l'an 2 en Alexandrie. Donc on est 2223, on est 2023 ans plus tard. Donc moi j'entends tout ce que vous dites. Je pense que quand même les lieux disparaissent. Même Auschwitz, si on laisse faire un jour, disparaîtra. C'est-à-dire vous avez aussi des lotissements qui se construisent sur les camps d'extermination. Je parle pas simplement des camps de déportation. Moi, une partie de ma famille était déportée parce que résistant, mais ce n'est pas les camps d'extermination. Je pense que vraiment, le fait d'aller à Auschwitz, c'est très important. Je regardais ce que fait la région d'Occitanie. Moi, j'y étais quand j'étais jeune. J'y étais quand j'étais jeune journaliste. Voilà, une fois que vous y êtes, il est impossible de revenir non seulement indemne, mais il est impossible, si vous voulez, de ne pas transmettre. La transmission doit se faire par les survivants, et qu'est-ce qu'elle est merveilleuse, Ginette. Elle a plus de 100 ans, c'est tellement puissant. Qui est la mère de Richard Kolinka de Téléphone. Oui, bien sûr, c'est magnifique ce qu'elle dit. Elle est puissante, c'est très puissant. Mais nous-mêmes qui ne sommes pas juifs, qui n'avons pas vécu, comment dirais-je, dans nos chairs, et la transmission en plus du traumatisme de la Shoah dans toutes les familles, générationnellement, même encore les enfants, les petits-enfants, etc., nous pouvons transmettre. Il faut aller à Auschwitz. Je vous conseille d'aller à Auschwitz. Je vous conseille de tenir par moins 10 degrés dans la cour et de vous dire mais comment les gens tenaient en pyjama. Je vous conseille d'aller voir la chambre à gaz, d'aller voir l'œilleton par lequel les nazis vérifiaient bien que le Zyklon faisait son effet, les dortoirs déshumanisés, tout était fait pour vous déshumaniser avec les WC en commun, et puis les chaussures, et puis les tapis faits, voilà. Et quand on m'explique que c'est un génocide à Gaza, et qu'est-ce que c'est qu'un génocide? C'est le génocide de la Shoah, c'est la destruction systématique et industrielle de tout un peuple. Voilà. Jean-Michel Fauvergue. On a entendu la très belle chanson de Ferrat, de Ferrat, dont le père a été assassiné à Auschwitz.
Nuit et Oui, brouillard, et c'est qui d'ailleurs était la chanson du film de René, Nuit et brouillard. C'est un film que moi j'ai vu, j'étais en 6e, j'étais à Grasse en 6e, au lycée Amiral Mixte de Grasse, et tout le monde allait voir on allait voir ce film. Oui. Si on faisait pareil à l'époque, je sais pas comment ça fonctionnerait. Moi, ce que je veux vous dire, j'ai pas peur que la mémoire de la Shoah disparaisse. J'ai peur que elle revienne à égalité avec une espèce de négationnisme, avec des pensées. Tout est dans tout, oui, je suis d'accord. Et on aura les deux versions, et les gens ne sauront plus choisir entre les deux versions. Donc il faut continuer à dire que c'était des batailles à mener tous les jours. Mais je suis assez pessimiste aussi sur une chose. J'ai eu une expérience très il y a très peu de temps qui n'a rien à voir avec la Shoah, mais le 7 janvier, c'est-à-dire le jour anniversaire le jour anniversaire de Charlie Hebdo. Après le 7 janvier, il y a eu le 9 janvier, tout à fait fort logiquement, c'était l'hypercacher. Et là, ça visait des juifs aussi. Donc le 7 janvier, nous étions quelques-uns à être sur les télés, tout type de télé et radio, etc. Et bien le 7 janvier, au moment de rentrer en studio, on a appris la mort de Jean-Marie Le Pen. Et on a tous été déprogrammés ce jour-là. La mort de Jean-Marie Le Pen était beaucoup plus importante que la mémoire des choses. C'est ça que je crains avec la Shoah, c'est ça. Et ça, c'est un vrai danger. Emmanuel Abramovitch. Vous êtes en plein dans le cœur du sujet. Si notre mémoire est, je dis notre mémoire, pas uniquement parce que je suis juif, fils de déportés, évadés du ghetto de Varsovie et évadés de Majdanek, quand je suis né, il me manquait 70% de ma famille. Mais quand je vous entends, d'abord vous me faites chaud au cœur, nous sommes des Français et nous sommes mus par une mémoire qui est collective, même si c'est plutôt ma communauté qui a été touchée. Le programme des terroristes intégristes, et ne croyez pas que je suis hors sujet, c'est d'abord les juifs du Shabbat et ensuite les chrétiens du dimanche. Il faut bien le comprendre. Mais si notre mémoire est malade comme ça, c'est parce que nous n'avons plus d'hommes politiques capables de la porter et de la défendre. Croyez-vous qu'un Mélenchon, qu'une Rima Hassan ou je ne sais quelle autre personne de LFI ou de cette gauche oserait qualifier ce qui s'est passé à Gaza de génocide en la présence d'anciens résistants, de survivants qui étaient capables de taper du poing sur la table? Bien sûr que non. Aujourd'hui, nous comprenons mieux, et je continue de répondre à la question de la mémoire malade, nous comprenons mieux les difficultés de cette mémoire quand elle est attaquée par une logique, une vision sémantique, langagière, outrancière qui vise à abuser du terme de génocide pour en réalité vider de son substrat ce qu'est réellement un génocide et par conséquent dénaturer et éloigner du regard de l'homme les peuples à qui ça arrive. Et donc il y a une responsabilité qui est bien sûr portée par l'éducation nationale qui a de plus en plus de mal à faire son travail. Quand vous étiez en 6e, monsieur, vous n'avez pas eu le choix. Votre professeur a prévenu un jour vos parents et le jour dit, vous étiez là où on avait décidé de vous emmener. Aujourd'hui, la gauche a fait que c'est l'élève qui décide et que par conséquent, le contenu n'est plus décidé unanimement par le corps professoral. C'est une des raisons qui explique la maladie. Moi, je suis une femme de gauche et j'entends tout à fait ce que vous dites sur LFI. Je fais partie de ces gens qui sont outrés sur LFI. C'est vrai que la stratégie depuis le 7 octobre participe, les stratégies mortifères participent de toute cette fracture française et toute cette souffrance. Et je pense que vraiment Emmanuel Macron, et j'ai probablement eu l'occasion, et j'ai eu, pas probablement, l'occasion de le dire presque quasiment directement à lui, ce n'est pas possible de ne pas avoir été à la marche contre l'antisémitisme. Il court derrière maintenant comme un forcené. Je veux bien qu'il remplisse des livres d'or, et c'est très bien, et on va pas lui faire des faux procès. Mais il fallait aller à cette marche. Moi, je viens d'une génération de gauche où François Mitterrand, on est tous à Carpentras, il y a la manif, et on entend, je vous assure, mais ça c'est parce que j'étais très jeune,
jeunes. On entend, il y a le vieux qui arrive, le vieux, c'est pas possible. Et il y a François Mitterrand qui arrive, président de la République en exercice, et qui prend la tête de la marche, je veux dire, pour comment dirais-je, Carpentras, pour la profanation des tombes de la famille Germont de Carpentras. Voilà. On a aussi un président de la République qui n'est pas à la hauteur de l'échelle. Hein. Emmanuel Abramovitch, avec du recul, comment vous l'imaginez, le fait que le président n'ait pas mis les pieds dans à cette manifestation? Parce qu'il a cédé aux sirènes, au chant des sirènes qui s'inscrivent en face de lui par le nombre. Vous allez peut-être me trouver vulgaire. C'est du clientélisme. Oui, c'est Yacine Bellatin. Combien y a-t-il d'Emmanuel Macron? Parce que moi, j'en ai compté un lors d'une commémoration à Toulouse en face des familles des victimes de Zaratora, et il a regardé toutes les familles des victimes dans les yeux, et il leur a dit qu'il avait compris que antisionisme égale antisémitisme, et qu'il allait dissoudre tous les collectifs Palestine vaincra, qui crient au génocide, qui occupent la rue, qui attaquent les gens et qui chauffent à blanc les esprits des jeunes. Il a dissous combien de collectifs? La marche, vous l'avez évoqué, il n'y est pas allé. Maintenant, nous comprenons qu'il se rapproche de la communauté quand il a besoin de faire un rappel de marque ou qu'il y a une échéance électorale en vue. Philippe Bilger, vous l'avez. Comment expliquez-vous tout de même que on ne peut pas dire que, je dirais médiatiquement, politiquement, on ne rappelle pas sans cesse l'horreur d'Auschwitz? On voit beaucoup de films, beaucoup de commentaires, beaucoup de dénonciations. Comment se fait-il que l'attitude de LFI, par exemple, et le conflit depuis l'horreur du 7 octobre ont une telle incidence pour faire oublier ce qu'on voit, ce qu'on apprend? Wokisme, intégrisme, révisionnisme, négationnisme, ce sont autant d'éléments qui vont dans le même sens. Wokisme, le sous-titre français, c'est cancel culture, changer de culture. Moi, pour me faire changer de culture, il faut me faire oublier mon histoire. Eh bien, c'est ce qu'on essaye de faire aux enfants occidentaux, oublier l'histoire de leurs parents et de leurs grands-parents. Je voulais juste, pardon Jean-Michel, juste sur ne faisons pas de LFI plus fort qu'il n'est. La dernière, LFI ne fait que se compter. Et quand il se compte, eh ben il sombre. 10% à peine aux européennes, battu à Grenoble. Le résultat de Villeneuve-Saint-Georges, malgré tout le travail sur les quartiers maléfiques, vraiment pervers sur Gaza, ben vous avez quoi? Vous avez Louis Boyard, il arrive à peine avec 70 voix d'avance. Donc attention à ne pas faire de LFI. Moi je le combats inlassablement. Mais ne pas en faire quelqu'un qui est plus gros qu'il. Mais aujourd'hui, ils sont là. Comment? Aujourd'hui, ils sont là. Jean-Michel Fauvergue. Mais ils sont faibles en fait. Jean-Michel Fauvergue. Non mais Françoise, moi je tiens le raisonnement inverse. Vous dites, il arrive, il a que 60 voix d'avance. Comment se fait-il que ce type représentant cette tendance-là arrive en tête d'une élection aujourd'hui et alors qu'il est pas le cas sur les municipales? Non, mais à Grenoble, c'est pas le cas. C'est pas le cas dans les législatives, c'est pas le cas pour les européennes. Oui, mais ça dit quelque chose quand même. Je suis d'accord avec vous, mais j'aimerais bien que ça dise pas quelque chose que ça n'est. Sur le rappel de la Shoah et de tout type de massacre, il y a des choses qui sont faites. Je suis en train de voir en ce moment le tatoueur d'Auschwitz. Qui passe sur une chaîne télé, c'est un très bon film, mais ça rappelle, ça évidemment que ça arrache le cœur, tout ça, et il faut à chaque fois le rappeler de cette manière-là. Ce que je voulais vous demander, c'est que tout ce que vous dites est vrai, et vous avez raison, mais moi j'ose espérer, je pense, je crois, parce que je suis d'un naturel optimiste, et je pense que la plupart des Français sont raisonnables et puis ils sont marqués dans leur chair aussi de tout ça, et les attentats font pas un parallèle, font nous relaient à ça. Il y a des ressorts d'optimisme. Est-ce que vous pensez que c'est foutu totalement? Non, on a 30 secondes.
Non, c'est pas fichu si et seulement si nous sommes capables de nous ressaisir. C'est-à-dire d'abord les politiques, ensuite les intellectuels, ensuite les journalistes, ensuite les professeurs, ensuite les syndicats, une qu'ils soient de gauche ou de droite. C'est-à-dire que c'est un ressaisissement national. Nous avons cédé par luxe, par confort, à énormément de choses qui sont finalement anti-républicaines, anti-France. Et maintenant, nous sommes capables de faire un bilan. Il faut tirer un trait et se dire, maintenant que nous avons fait un bilan, nous devons réagir. Merci beaucoup Emmanuel Abramovitch d'avoir été avec nous, porte-parole du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Philippe Bilger. Merci Françoise Degois. Merci beaucoup Jean-Michel Fauvergue. Et dans un instant, la citoyenneté au bout. Oui. Eh bien, vous savez que samedi, on avait la justice dont on parlait à Nice. Et aujourd'hui, on va parler du handicap pour les 20 ans de la loi handicap. Parce que les prochaines assises du G500, c'est sur le handicap à Paris le 11 février prochain. C'est-à-dire dans une vingtaine de jours. Allez, on vous retrouve dans un instant, Philippe David. Et nous, on se retrouve demain à partir de 17h. Passez une très belle soirée. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio.